Après avoir posé le problème en introduction, nous allons maintenant passer au développement. Le développement consiste à résoudre progressivement le problème en exposant successivement plusieurs solutions. En principe, ces solutions sont graduées, elles vont du moins bon au meilleur, et la plupart des professeurs de philosophie recommandent d'en proposer 3. C'est pas une règle absolue, il n'y a aucun texte officiel qui vous oblige à faire une dissertation avec un développement en 3 parties, mais c'est quand même souvent recommandé pour la raison que souvent les 2 premières idées qui nous viennent à l'esprit, elles sont assez simplistes, et la 3e solution est plus nuancée, elle apporte en général une réponse plus complète, plus riche, donc plus intéressante et sans doute plus proche de la vérité. La première thèse que nous allons étudier est d'inspiration cartésienne, c'est-à-dire qu'elle s'inspire de Descartes, du philosophe Descartes. L'adjectif correspondant à Descartes, c'est cartésien. La thèse est la suivante. Oui, notre conscience est un véritable savoir, du moins lorsqu'elle est réfléchie. La conscience que nous avons de nous-mêmes, si elle est suffisamment réfléchie, si nous nous concentrons suffisamment sur ce que nous sommes, eh bien, c'est un véritable savoir. La deuxième thèse que nous étudierons, c'est que la conscience n'est qu'une connaissance pauvre et même illusoire, et là on verra, donc on prendra le contre-pied de ce que dit Descartes, et enfin nous verrons que la conscience est un processus qui peut se transformer en un véritable savoir, c'est-à-dire que ce n'est pas tout de suite un véritable savoir, mais ça peut le devenir. Alors maintenant donc la thèse cartésienne. La conscience, si elle est réfléchie, est un véritable savoir. René Descartes a vécu au XVIe siècle, non pardon, au XVIIe siècle après Jésus-Christ, même s'il est né à la toute fin du XVIe siècle. On le connaît pour différentes raisons. Il était mathématicien, physicien, philosophe. On sait également qu'il a participé au grand concours de l'élection de Mister Philosophie, c'est-à-dire pour élire à la fois le plus beau, le plus intelligent, le plus brillant de tous les philosophes, et il y avait une concurrence très très rude à l'époque, et finalement c'est Jean-Paul Sartre qui l'a emporté. On se connaît d'ailleurs cette célèbre citation de Descartes: « Dans toute ma vie, je n'ai eu qu'un seul regret, et c'est de n'avoir pas été élu Mister Philosophie. » Alors là on s'est un tout petit peu éloigné du sujet, j'y reviens. La thèse que nous allons étudier, donc c'est une thèse inspirée de Descartes, à savoir que notre conscience est un véritable savoir. Avant de voir comment on aboutit à cette thèse, je vous propose d'étudier quelle démarche Descartes a suivi pour aboutir à cette idée que nous pouvons savoir quelque chose de nous-mêmes. Descartes a une démarche qui au départ est une démarche sceptique, c'est-à-dire qui consiste à mettre en doute pratiquement tout ce qui a été considéré comme vrai jusqu'à présent. Descartes ne cherche pas à douter pour le plaisir de douter. Ce qui l'intéresse en tant que philosophe et en tant que scientifique, c'est le savoir de la vérité, et plus précisément, c'est un savoir indubitable, un savoir qu'on ne peut pas mettre en doute. Donc il va se servir du doute pour justement mettre à l'épreuve ses opinions, les idées qu'il a considérées jusqu'à présent comme vraies, et si une de ces idées s'avère solide, si elle résiste au doute, s'il n'arrive pas à en douter, là il pourra considérer que cette idée est un fondement de la science, un fondement du savoir, quelque chose de très solide. Hein. Si vous voulez, c'est un petit peu comme quand on teste une voiture, on fait un crash test. Hein, on la soumet à des conditions très dures pour voir ce qui se passerait en cas d'accident, pour voir si elle résisterait, dans quelle mesure elle résisterait. Eh bien, on fait un peu la même chose, nous dit Descartes. Enfin, c'est ce qu'on devrait faire pour nos croyances, pour nos opinions, et plus généralement pour les idées qui sont dans notre esprit.
nous devrions les soumettre à un doute très, très exigeant, très, très, très sévère, pour voir ce qu'elles valent. Donc, Descartes va provisoirement rejeter toutes les idées qui sont douteuses, toutes les idées qui ne sont que des croyances, des opinions, même si il y a très très peu de chances que ces idées soient fausses, même si le doute est très faible, même si il y a pratiquement toutes les chances pour que ces idées soient vraies, Descartes va provisoirement faire comme si elles étaient fausses. Je dis bien faire comme si elles étaient fausses, ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses. Ça ne veut pas dire que Descartes, sérieusement, les considère comme sans valeur. Mais provisoirement, on les met de côté pour essayer de trouver une pépite, en quelque sorte, c'est-à-dire une idée qui ait vraiment une très très grande valeur et qui puisse servir de point de départ à l'édifice de la science. Comme si la science était un bâtiment, il faudrait veiller à ce que les fondations soient parfaitement solides. Juste un petit mot sur le contexte historique. Descartes, je vous l'ai dit, est né à la toute fin du XVIe siècle et il a vécu durant la première moitié du XVIIe siècle. C'est une époque de grands bouleversements, une époque où justement le doute est favorisé par les circonstances historiques. Il ne faut pas croire que les philosophes s'amusent à douter pour le plaisir de douter. S'ils doutent, c'est en général parce que l'époque dans laquelle ils vivent les prédispose à mettre en doute un certain nombre de croyances. Premier élément pour expliquer la mentalité et la démarche de Descartes. Un siècle auparavant, en France, donc à peu près au moment de la naissance de Descartes, la France est ravagée par des guerres de religion. Les protestants et les catholiques s'entretuent. Là, sur cette image, on voit le massacre de la Saint-Barthélemy. Sur ordre du roi, un grand nombre de protestants, notamment des chefs du parti des protestants, ont été massacrés à Paris au XVIe siècle. Ces guerres de religion, elles continuent même après que la France a retrouvé la paix grâce à l'arrivée sur le trône de France d'Henri IV. Ces guerres de religion continuent dans le reste de l'Europe, en tout cas en Allemagne, en Angleterre. Ce n'est pas encore terminé. D'ailleurs, Descartes lui-même, il a été militaire en Allemagne et il a combattu donc pendant la guerre de 30 ans qui était en partie une guerre de religion, même si elle n'était pas simplement cela. Ce genre de guerre, ça favorise des doutes, ça favorise le scepticisme. Certaines personnes peuvent se dire à cette époque-là, mais au fond, où est la vérité? Quel est le vrai? Quel est le faux? Les catholiques et les protestants sont censés adorer le même Dieu, un Dieu qui est un Dieu d'amour et de pardon, et pourtant ils s'entretuent. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Donc c'est une époque où un certain nombre de vérités, notamment religieuses, quand je dis vérité, je devrais dire plutôt des prétendues vérités, donc un certain nombre de prétendues vérités, notamment religieuses, sont mises en question, sont mises en doute. L'époque de Descartes, c'est une époque aussi où on continue d'explorer de nouveaux territoires. À peu près un siècle avant la naissance de Descartes, Christophe Colomb découvre l'Amérique, sans savoir d'ailleurs que c'est l'Amérique, il croit être arrivé en Extrême-Orient, au Japon ou au large de la Chine. Toujours est-il qu'on découvre peu à peu des peuples amérindiens, c'est-à-dire des Indiens d'Amérique, et ces peuples ont des coutumes parfois très étranges. Certains même dévorent des êtres humains, ce sont des cannibales. Certaines coutumes effraient, d'autres au contraire attirent peut-être certains Européens. Toujours est-il que ces êtres qui vivent dans des tribus ou dans des peuples aux coutumes assez exotiques, assez étranges, eh bien, vont susciter des doutes. Là encore, quelqu'un comme Montaigne, au XVIe siècle, va se dire, mais au fond, qui a raison? Nous prétendons être des gens civilisés. Eux, soi-disant, ce seraient des sauvages, des barbares, tous ces cannibales, par exemple. Mais est-ce qu'au fond, notre comportement n'est pas tout aussi barbare, voire plus encore, que celui de ces Indiens que nous méprisons? Donc là encore, cette confrontation avec d'autres peuples va conduire certains esprits à mettre en doute certaines croyances bien établies. Troisième élément historique qui permet de bien comprendre, je pense, la démarche de Descartes,
Descartes vit à une époque où il y a une grande révolution scientifique. Galilée, notamment, ce célèbre savant italien, va ébranler beaucoup les certitudes de ses contemporains, du moins de certains de ses contemporains, les plus cultivés, les plus savants. Galilée a vécu à peu près à l'époque de Descartes, il est né bien avant, mais il est mort peu de temps avant, parce qu'il a vécu plus longtemps. Et Galilée, comme on le sait, a continué l'œuvre de Copernic. Il a donné des arguments, dont certains étaient assez solides, pour appuyer l'idée que la Terre, contrairement à ce qu'on avait cru jusqu'à présent, n'était pas immobile et au centre de l'univers, mais en mouvement, que la Terre tournait sur elle-même et autour du Soleil. Un des arguments de Galilée, c'était que grâce à une lunette qu'il avait fait construire, on pouvait voir autour de Jupiter graviter des satellites. Galilée a entreaperçu les 4 plus gros, il a vu qu'ils se déplaçaient à la manière dont la Lune se déplace autour de la Terre. Donc Galilée a fait la remarque suivante, si Jupiter a des lunes, alors on peut penser qu'il s'agit d'un corps céleste tout à fait comparable à la Terre. Dès lors, pourquoi mettre la Terre au centre de l'univers? Est-ce qu'en réalité, on ne devrait pas plutôt considérer que Jupiter et la Terre sont des planètes tout à fait semblables, qui tournent toutes les deux autour du Soleil? Alors, je reviens maintenant à la démarche de Descartes. Je vous ai dit que Descartes va passer en revue tout ce qu'il a cru jusqu'à présent comme vrai. Il y a tellement d'idées dans son esprit qu'il ne peut pas les passer toutes en revue en détail. Donc, il va faire le tri. Il va établir des catégories de pensée, de jugement, d'opinion. Première catégorie à laquelle Descartes va s'attaquer, ce sont toutes les opinions empiriques, c'est-à-dire toutes celles qui viennent de l'expérience sensible, toutes les idées qui nous sont venues des sens. À vrai dire, la plupart des informations qui nous viennent la plupart des informations que nous avons sur le monde réel nous viennent des sens, nous viennent de la vue, de l'ouïe, etc. Donc c'est un nombre énorme d'informations qui sont dans notre esprit et qui servent à construire la connaissance que nous avons de la réalité. Descartes va provisoirement considérer que toutes ces opinions qui lui viennent des sens, même si certaines sont apparemment évidentes, sont en fait douteuses. Pour ce faire, eh bien, Descartes va remarquer que parfois nos sens nous induisent en erreur. Ce n'est pas tellement que nos sens sont en mauvais état. Bon, ça peut arriver que, par exemple, on n'entende pas bien, nos yeux sont fatigués, mais le vrai problème, ce n'est pas tellement les sens en eux-mêmes, c'est surtout l'interprétation qu'on en fait. Par exemple, même si nos yeux fonctionnent parfaitement, on peut voir sur cette image une illusion. Je ne pense pas que Descartes la connaissait, il connaissait d'autres illusions, mais j'ai pris celle-là parce qu'elle est très connue. Vous avez l'impression, et nous avons tous l'impression au premier coup d'œil, que parmi les 3 segments, il y en a un qui est plus grand que les autres, et un qui est plus petit que les autres. En réalité, ils sont tous les 3 de la même longueur. Simplement, il y a quelque chose qui se passe dans notre esprit ou dans notre cerveau qui fait que nous avons l'impression que ces segments sont d'inégale longueur. On pourrait donner des tas d'autres exemples d'illusions. Donc nos sens, souvent, sont mal interprétés. Nous croyons voir, nous croyons entendre des choses qui, en fait, n'existent pas. Nous avons fait un mauvais usage de nos sens. Et puisque certaines des opinions qui nous viennent de nos sens sont trompeuses, puisque nous ne pouvons pas nous fier sur notre vue, sur notre ouïe et autres sens pour véritablement avoir une connaissance évidente du monde réel, eh bien Descartes va provisoirement rejeter toutes ces opinions. Deuxième catégorie maintenant que Descartes va examiner, ce sont toutes les idées qui ne viennent pas des sens mais du raisonnement, et c'est notamment le cas de toutes les vérités ou prétendues vérités mathématiques. Quand on fait des maths, on ne s'appuie pas sur les sens. Même lorsqu'on fait de la géométrie,
Une figure, une illustration, c'est pas une démonstration, c'est juste là pour illustrer. Par exemple, si je fais une démonstration du théorème de Pythagore, je vais peut-être dessiner un triangle rectangle, ABC, mais ce sera un triangle rectangle parmi d'autres. C'est pas parce que la figure que j'ai dessinée vérifie le théorème de Pythagore, dans ce cas très particulier, que le théorème de Pythagore est valable pour tous les triangles rectangles, puisqu'il y en a une infinité. Donc, seul un raisonnement abstrait peut prouver la validité d'un théorème en mathématiques. Donc là, on ne s'appuie pas sur les sens, on s'appuie sur la raison. J'y reviendrai un peu plus tard parce que c'est à votre programme, cette histoire de raison, cette notion de raison. Descartes est un mathématicien et il a davantage confiance dans la raison, dans le raisonnement, que dans ses sens. Et pourtant, il va provisoirement mettre en question ces vérités mathématiques, même si elles sont apparemment très bien démontrées. Pourquoi ? Parce que Descartes sait bien que l'erreur est humaine, et il peut arriver qu'on fasse des erreurs de démonstration, des erreurs de raisonnement. Même lorsqu'on est un mathématicien professionnel, on peut, par exemple, mal recopier un signe, enfin avoir un petit moment d'inattention, un petit moment de faiblesse, et sans s'apercevoir, glisser une erreur au cours du raisonnement, au cours de la démonstration. Donc, c'est pas absolument fiable à 100%, surtout si la démonstration est longue et compliquée. Donc, provisoirement, je dis bien provisoirement, Descartes va laisser de côté tout ce qui a été découvert dans le domaine des mathématiques. Il va faire comme si c'était faux, même si le doute qu'il a à l'égard de ces vérités est très très faible. Mais c'est une mesure de prudence. On met en quarantaine, en quelque sorte, ces vérités parce qu'elles sont peut-être contaminées par quelques démonstrations mal faites. Du moins, il y a le soupçon que certaines d'entre elles aient mal été faites, et du coup, le soupçon rejaillit sur toutes les autres vérités, sur toutes les autres démonstrations plutôt. Enfin, Descartes va accentuer son doute en mettant en question l'existence même du monde et jusqu'à son propre corps. Alors, l'argument qu'il va mettre en avant pour justifier ce doute, c'est que nous rêvons chaque nuit, et il arrive que ces rêves soient tellement réel ou réaliste, je ne sais pas quel terme employer, que nous confondons ce monde imaginaire que nous imaginons, qui est présent dans notre esprit, avec le monde réel. Descartes va donner un exemple. Il m'est arrivé plusieurs fois de croire que j'étais à cette table en train d'écrire au coin du feu, alors que j'étais tout nu dans mon lit. Donc, notre imagination nous joue des tours. Nous croyons parfois avoir affaire avec la réalité, avoir affaire à la réalité plutôt, alors qu'en fait, nous sommes en présence d'un monde imaginaire, d'une création de notre esprit. Nous croyons percevoir quelque chose, alors que, en fait, nous l'imaginons. Et cela peut valoir non seulement pour un objet extérieur à nous, mais peut-être même pour notre propre corps. Qui nous dit Descartes, que notre corps est aussi réel que nous le croyons. Vous voyez, Descartes a mis en doute quasiment tout ce à quoi nous croyons, tout ce à quoi nous sommes attachés, tout ce que nous avons considéré jusqu'à présent comme vrai. On peut penser que Descartes est un petit peu fou de douter à ce point-là des idées qui sont dans son esprit, mais comme je vous l'ai dit, d'une part, le contexte historique favorise le doute, et d'autre part, Descartes, par mesure de prudence, aimerait trouver dans son esprit quelque chose qui soit absolument indubitable, quelque chose qui ne soit absolument pas douteux,
dont la certitude soit telle qu'il soit absolument impossible de le mettre en doute, même très provisoirement. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Descartes a mis en question ce qu'il a perçu par ses sens, ou ce qu'il a cru percevoir par ses sens. Il a mis en question les raisonnements mathématiques. Il a mis en question même l'existence du monde, même de son propre corps. Est-ce à dire qu'il considère que tout est douteux? Eh bien non. Il y a quand même une chose que Descartes ne peut pas mettre en question, c'est sa propre existence. Descartes va dire, je peux douter de l'existence de mon propre corps, au moins provisoirement, mais je ne peux pas douter du fait que j'existe. Même si je suis en train de me dire, je n'existe pas, eh bien, le simple fait de dire je n'existe pas nous fait prendre conscience que c'est absurde. Si nous sommes en train de penser que nous n'existons pas, eh bien nous nous rendons compte immédiatement que nous existons. Et donc, cette idée que nous pourrions ne pas exister, on ne peut pas y croire une seule seconde. C'est une idée qui se détruit elle-même en quelque sorte. À partir du moment où nous pensons à nous-mêmes, nous sommes en même temps certains que nous existons. Et là, vous allez voir, il y a un rapport avec la conscience, parce que quand Descartes parle de pensée, en fait, il entend par là la conscience. La célèbre phrase de Descartes, « Je pense, donc je suis », en latin cogito ergo sum, ou cogito ergo sum, si vous préférez, on pourrait la reformuler ainsi, « J'ai conscience, donc j'existe ». Plus précisément, j'ai conscience de moi-même, de ce qui se passe en moi, dans mon esprit, donc je sais, avec une certitude absolue, je sais que j'existe. À partir du moment où je pense à moi-même, où je prends conscience de moi-même, je sais qu'il est absolument impossible que je n'existe pas. Cette vérité, je pense donc je suis, est connue immédiatement, c'est-à-dire de façon directe. C'est ce qu'on appelle parfois une intuition. Une intuition, c'est une connaissance qui est acquise directement et non pas par l'intermédiaire d'un raisonnement. Le mot donc dans « je pense donc je suis » ne signifie pas du tout qu'il s'agit là de la conclusion d'un raisonnement. Si je pense à moi-même, j'ai immédiatement, directement, le sentiment et même la certitude d'exister. Le cogito, c'est-à-dire cette vérité, je pense donc je suis, cogito ergo sum, le cogito, c'est donc la première vérité qui va servir de fondement à la science que Descartes veut construire. C'est un fondement qui est tellement sûr qu'il n'a pas besoin lui-même de démonstration. Au contraire, il n'a pas besoin d'être démontré parce qu'il est évident et il va lui-même servir de base à des raisonnements ultérieurs. Quelle est maintenant la deuxième vérité que Descartes va tirer de la première? À partir du cogito, qu'est-ce qu'il va pouvoir trouver comme autre vérité certaine? Et c'est là que ça va nous intéresser. La seconde vérité, c'est que il est, Descartes, un être pensant, une chose pensante, comme il dit. Il dit parfois aussi une substance pensante. Alors je vais un tout petit peu expliquer cela, et puis je vais expliquer le rapport avec le cogito. Nous avons vu que pour Descartes, il est possible, au moins pendant quelque temps, de mettre en question l'existence de son corps, en disant peut-être que ce que je crois être mon corps, c'est simplement le produit de mon imagination. Par contre, on ne peut pas mettre en question l'existence de sa propre pensée. Et bien pour Descartes, c'est là le signe que nous ne nous définissons pas d'abord par notre corps. Après, Descartes va s'apercevoir que le corps existe, l'expérience de la douleur le montre bien, mais dans un premier temps, ce qui apparaît comme absolument essentiel à l'être humain, ce n'est pas son corps, c'est le fait qu'il soit capable de penser, ce qui pour Descartes veut dire en fait le fait d'être conscient de soi
et de tout ce qui se passe à l'intérieur de son esprit. Donc pour Descartes, nous sommes d'abord et avant tout des êtres pensants, des êtres conscients, telle est notre nature. Donc vous voyez la conscience, ici, lorsqu'elle réfléchit à elle-même, lorsque nous prenons conscience de nous-mêmes, eh bien la conscience devient un véritable savoir et elle sait quelle est, cette conscience, la nature même de l'homme. L'homme se définit d'abord et avant tout par sa conscience. Après, Descartes va admettre que cette conscience est liée à un corps, que l'être humain est à la fois conscience et corps. Mais c'est quand même malgré tout la conscience qui a la prééminence, qui est la chose la plus importante, la plus essentielle pour Descartes. D'où l'expression de substance pensante. Alors, une substance, dans le langage philosophique, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça, c'est quelque chose de très important que vous devez avoir en esprit. Le mot substance, au départ, c'est un mot de la philosophie qui a ensuite été récupéré par la chimie et qui est ensuite entré dans le langage courant. Et donc, quand on pense à substance, on pense à des substances matérielles. Mais au départ, le mot substance n'a pas du tout cette signification, du moins pas forcément. Pour Descartes, il y a deux types de substances. L'ensemble des corps, des choses matérielles, ça c'est ce qu'il appelle la substance étendue, mais on en reparlera un petit peu plus tard au cours de l'année. Et puis, il y a les êtres pensants, les êtres doués de conscience. Ce sont des substances pensantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, substance? Eh bien, Descartes dit la chose suivante, une substance, c'est une réalité qui n'a pas besoin d'autre chose pour exister, à part Dieu. C'est-à-dire que Dieu, pour Descartes, est celui qui nous maintient dans l'existence. Sans Dieu, nous n'existerions pas. Le monde n'existerait pas. Mais si on laisse de côté Dieu, si on le met entre parenthèses, nous n'avons pas besoin d'exister en quelque chose d'autre. Autrement dit, notre pensée, notre conscience peut très bien subsister sans le monde matériel, ce qui signifie que si nous mourons, si notre âme se détache de notre corps, notre âme étant cette substance pensante, cette réalité capable de penser, d'avoir conscience, eh bien, nous ne mourrons pas tout à fait. C'est-à-dire notre corps a cessé de fonctionner, il n'est plus en contact avec notre conscience, mais notre conscience ne va pas disparaître pour autant. Pour Descartes, la mort n'est pas la fin totale de l'être humain, ce n'est pas la disparition de la pensée ni de la conscience. La conscience, donc, pour Descartes, c'est quelque chose qui peut exister indépendamment du corps, indépendamment du monde extérieur. En ce sens-là, donc, c'est une substance. Ainsi, grâce à Descartes, nous avons une première solution à notre problème, à savoir que la conscience de soi est une connaissance. La plupart du temps, lorsque nous avons conscience du monde extérieur, notre savoir est très imparfait, il est plein d'illusions, plein d'erreurs, mais lorsque notre conscience se replie sur elle-même, lorsqu'elle fait abstraction du monde extérieur, eh bien elle découvre au moins deux vérités indubitables. Nous existons, je pense donc je suis, c'est le cogito, et puis d'autre part, nous savons que nous sommes pour l'essentiel des êtres pensants, c'est-à-dire des êtres conscients. La conscience est au fond, le noyau de ce que nous sommes. Elle est, notre nature même. Cependant, une telle connaissance n'est-elle pas abstraite, c'est-à-dire au fond partielle, incomplète? En faisant abstraction du monde extérieur, la conscience ne risque-t-elle pas d'avoir un savoir très pauvre? On pourrait aller même plus loin et se demander si cette conscience que nous avons de nous-mêmes n'est pas en fait une illusion, dans la mesure où nous avons l'impression d'être indépendants, de pouvoir exister sans le monde extérieur, alors qu'en fait, nous ne sommes pas si indépendants que cela. Nous allons donc voir dans un deuxième temps une thèse, à savoir que la conscience est un savoir pauvre et même un savoir illusoire, c'est-à-dire au fond un faux savoir, quelque chose qui n'est un savoir qu'en apparence. Je vais d'abord développer l'objection qui a été amorcée dans la transition. On a vu que Descartes fait abstraction du monde extérieur, ce qui signifie que lorsqu'il dit « je
pense, donc je suis, le mot je a une signification très pauvre finalement. Il ne s'agit plus de René Descartes, gentilhomme poitevin, c'est-à-dire gentilhomme du Poitou, petit aristocrate français du XVIIe siècle. La France, on l'a laissé de côté, le XVIIe siècle provisoirement n'existe plus. Le fait que Descartes est un corps a été mis en doute, donc il ne reste plus qu'un être pensant, voilà tout ce que Descartes sait de lui-même. Donc ce jeu, au fond, pourrait être n'importe quel jeu. Il ne désigne plus une personne particulière, vous voyez, il a une signification très abstraite, très universelle. On pourrait se demander si cette signification n'est pas tellement pauvre que elle se réduit à rien. Au fond, lorsque nous faisons complètement abstraction du monde extérieur, est-ce que notre conscience a encore un contenu? Un philosophe de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, Husserl, a définit justement la conscience comme étant le fait d'être toujours en lien avec autre chose qu'elle-même. Il a appelé cette caractéristique de la conscience l'intentionnalité. Notre conscience a cette caractéristique d'être toujours intentionnelle. Ça ne veut pas uniquement dire qu'elle a des projets, des buts, des désirs. Ça veut dire que d'une manière générale, notre conscience se projette vers autre chose qu'elle-même, elle n'est pas repliée sur soi. Toute conscience est conscience de quelque chose. Ce qui signifie qu'une conscience qui serait une substance, un être indépendant du monde extérieur, un être qui pourrait exister indépendamment d'une autre réalité, c'est une idée qui, pour Husserl, est absurde. Descartes a été victime d'une illusion. On pourrait compléter cette analyse en réfléchissant à une autre illusion qui est d'ailleurs liée à la première, l'illusion d'être un sujet. Même si Descartes n'emploie pas le terme de sujet, cette notion apparaît, au moins de manière sous-jacente, dans sa philosophie. Alors sujet ici, ça a une signification très précise. Il ne s'agit pas du sujet grammatical, ni du sujet d'un roi, d'un sujet politique. Il ne s'agit pas non plus d'un thème de discussion ou d'une question que les candidats en philosophie doivent essayer de résoudre le jour du bac. Il ne s'agit pas d'un sujet de dissertation. Il s'agit d'un être doué de subjectivité. Sujet, subjectif, ça a la même origine. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une subjectivité? C'est le fait d'avoir une pensée personnelle, le fait d'être capable de dire je, mais de manière plus profonde, pour certains philosophes, le fait d'être un sujet, ça signifie que ce que nous appelons moi ou je est responsable de nos pensées et aussi de nos volontés, de nos décisions, dans la mesure où ce sont des formes de pensée. Donc, nous sommes responsables de notre pensée, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et dans une certaine mesure aussi de ce que nous faisons, des décisions que nous prenons, parce que tout cela provient d'un seul et même être, d'un seul et même sujet, qu'on appelle moi ou qu'on appelle je. Même si nos pensées changent au cours du temps, nous ne pensons plus les mêmes choses, nous n'avons plus les mêmes opinions qu'il y a 10 ans, par exemple. Nous avons énormément changé. Et bien malgré tout, le sujet aurait une certaine forme de permanence, il resterait identique à lui-même. Donc, le sujet, c'est ce qui permet à la personne humaine d'avoir une continuité dans le temps. Le fait d'être un sujet, c'est également ce qui permet à une personne d'avoir une unité. Nos pensées sont très diverses. Nous pensons à plusieurs choses. Et puis, nous avons des pensées, mais nous avons également des états de conscience, on pourrait dire, c'est-à-dire par exemple des sentiments, des émotions dont nous avons conscience, des sensations également. Tout cela en même temps, c'est-à-dire que nous avons dans notre conscience une multitude d'événements qui se passent, et tous ces événements, eh bien, ils sont ressentis, vécus, ou peut-être même causés par un seul et même agent, qui est le sujet, moi, je. Et cette idée, on va le voir, elle a été mise en question, et dans une certaine mesure réfutée, par deux philosophes au moins. Alors d'abord David Hume,
qui a vécu un siècle après Descartes, au XVIIIe siècle, Hume dit la chose suivante. Il y a des philosophes qui pensent qu'il y aurait un moi qui serait à l'origine de toutes nos pensées, de tous nos sentiments, de toutes nos émotions, et qui serait un moi permanent qui existerait donc au fin fond de notre esprit. Or, qu'est-ce qui se passe quand moi je regarde dans ma conscience, quand je cherche ce fameux moi, ben, je vais trouver une collection de sentiments, de sensations, d'émotions, de désirs, de pensées. Tout cela est présent en moi, mais n'a pas cette unité que Descartes lui prête. Et puis ça change en permanence. Donc Hume, en faisant une sorte d'introspection, c'est-à-dire en regardant ce qui se passe dans sa conscience, il met en doute profondément l'idée de Descartes, à savoir qu'il y aurait un moi qui pourrait exister indépendamment du corps, du monde, et qui aurait une continuité tout au long du temps. Deuxième philosophe qui va nous servir à mettre en question l'idée cartésienne d'un moi qui serait sujet de nos pensées et de nos désirs et de nos décisions, c'est Nietzsche. Nietzsche, dans un texte célèbre qui se trouve dans votre manuel, comme d'ailleurs le texte de Hume auquel je faisais référence à l'instant, Nietzsche fait remarquer que nos pensées, contrairement à ce que nous croyons souvent, elles ne viennent pas quand nous le voulons, elles viennent quand elles veulent. Elles surgissent spontanément en nous. Nous ne nous disons pas, tiens, je vais penser à ça, parce qu'à partir du moment où nous disons ça, ben déjà, nous y avons pensé. Cette pensée, elle a surgi en nous sans que nous ayons contrôlé tout cela. Alors, d'où vient l'idée qu'il y aurait un sujet qui serait le responsable, l'origine de toutes ces pensées, et qui serait donc libre par rapport à son petit monde intérieur? Eh bien, Nietzsche propose dans ce texte une réponse, c'est que nous faisons une confusion entre le sujet grammatical, je, par exemple, hein, ou ich en allemand, et puis la réalité. Nous imaginons qu'il y a une réalité derrière les mots. Nous sommes tellement habitués, lorsque nous utilisons les mots, à penser qu'un verbe doit forcément avoir un sujet, un mot qui est censé représenter l'origine de l'action, que nous imaginons qu'il en va de même dans la réalité. Or, rien ne nous dit que nos actions, et en particulier notre pensée, aient besoin d'un sujet. Plutôt que de dire « je pense », ce serait déjà un peu plus juste de dire « quelque chose pense ». Et encore, on peut se demander si la pensée a vraiment besoin d'un quelque chose qui serait à l'origine de cette pensée. C'est un processus, quelque chose qui se transforme, mais est-ce qu'il faut forcément imaginer qu'il y ait un être qui serait au centre de cette pensée, plus ou moins caché, et qui serait à l'origine de cette pensée? Peut-être, et même très certainement pour Nietzsche, s'agit-il là d'une illusion. Cela signifie-t-il que ce soit absurde de parler d'une unité ou d'une continuité du moi? Eh bien oui et non. Un auteur contemporain qui s'appelle Clément Rosset, dans un entretien qui se trouve dans votre manuel, explique qu'il y a tout de même quelque chose qui nous permet de nous identifier, quelque chose qui permet de dire cette personne est la même que celle que j'ai vue il y a 3 ans, etc. Bon. Notre pensée change constamment. Comme Hume, Clément Rosset pense qu'il n'y a pas un sujet qui est à l'origine de toutes nos pensées, il n'y a pas un moi profond en quelque sorte qui serait le responsable de nos pensées, de nos désirs, de nos actions. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui nous permet d'établir une certaine continuité entre ce que nous faisions hier et ce que nous faisons aujourd'hui, et qui permet aux autres êtres humains de nous identifier. Ce sont un certain nombre de caractéristiques sociales, comme le nom de famille, notre date de naissance, l'endroit où nous sommes nés,
un certain nombre de choses qui permettent de dire, voilà, ça c'est la même personne. En réalité, ces renseignements ne nous offrent qu'une connaissance très superficielle de ce que nous sommes réellement. Ce n'est pas parce que je sais mon nom de famille, ou ma profession, ou mon lieu de naissance, ou l'endroit où j'habite actuellement, que je peux véritablement me définir ce qui est au fond de moi et comprendre pourquoi j'ai telle ou telle pensée dans mon esprit actuellement. C'est une connaissance très superficielle, mais disons dans la vie courante, cela suffit. Cela suffit à mener une existence sociale, à être en relation avec les autres et à pouvoir survivre, en quelque sorte, dans ce monde. Donc, résumons-nous, on vient de voir trois philosophes pour lesquels la conscience que nous avons de nous-mêmes, c'est une connaissance qui est non seulement très pauvre, mais qui est pleine d'erreurs et d'illusions. Cependant, on peut se demander si l'existence même de ces philosophes ne prouve pas qu'il est possible de se débarrasser de ces illusions et de transformer ainsi la conscience de soi en un véritable savoir. Le fait que justement on dise voilà, ma conscience est pleine d'illusions, ça signifie qu'on est déjà en train de sortir de cette illusion. Donc il semble possible de transformer la conscience, et notamment la conscience de soi, en un véritable savoir. Telle est la thèse que nous allons voir maintenant dans un troisième temps. Pour trouver des arguments pour défendre cette thèse, je vais m'inspirer principalement d'un philosophe qui a vécu au début du XIXe siècle, donc il s'appelait Hegel, qu'on voit ici avec ses étudiants, probablement à Berlin. Hegel a fait une remarque qui me paraît intéressante, qui permet de développer l'objection que j'ai amorcée dans la transition, à savoir que lorsque nous prenons conscience de ce qui se passe dans notre esprit, lorsque nous analysons nos pensées, lorsque nous prenons du recul par rapport à notre pensée, eh bien notre pensée évolue. Notre conscience, c'est ce qui nous permet, lorsqu'elle est réfléchie, lorsqu'elle prend conscience d'elle-même, notre conscience se transforme. Un exemple, Hegel, dans ses cours sur la philosophie de la religion, dit à un moment donné, ce n'est pas la même chose de dire « je crois en Dieu » et de dire « Dieu existe ». Dans le second cas, Dieu existe, eh bien, on ne pense pas nécessairement à soi, donc pas explicitement, on affirme comme une donnée objective, comme un fait, l'existence de Dieu. Lorsqu'on dit « je crois en Dieu » ou bien « je crois que Dieu existe », on n'affirme plus tout à fait la même chose. Cette fois-ci, on prend explicitement conscience de soi-même, on ne se réfère plus simplement à un être extérieur à soi, qui est Dieu, on fait référence à sa propre pensée, et on admet, on commence du moins à admettre que cette pensée, Dieu existe, est une croyance, qu'on n'est pas obligé d'y croire, que c'est peut-être quelque chose de faux, en tout cas c'est pas quelque chose de prouvé. Le doute commence déjà un petit peu à s'installer. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre la foi, ça ne veut pas dire qu'on va devenir un croyant, mais cette croyance va se transformer, elle va être moins naïve. De manière générale, lorsque notre conscience s'examine elle-même, eh bien, elle se transforme. Notre conscience n'est pas quelque chose d'immobile. D'où l'idée qu'elle pourrait être potentiellement un savoir en acte, c'est-à-dire réellement, elle ne l'est pas la plupart du temps, mais en puissance, c'est-à-dire potentiellement, à titre de possibilité, elle est un savoir, elle peut le devenir. Dans un texte assez connu, qui est en fait extrait d'un cours de philosophie sur l'art, Hegel explique que nous prenons conscience de nous-mêmes, nous acquérons une véritable connaissance de nous-mêmes de deux manières. Alors, il y a une première manière qui est l'introspection, j'en ai un peu parlé, c'est ce que fait au fond Descartes, il regarde à l'intérieur de lui-même, il étudie sa propre conscience, la conscience est réfléchie, elle s'étudie elle-même. C'est un petit peu ce que fait Hume aussi, qui observe ce qui se passe à l'intérieur de sa conscience, mais pour aboutir à des conclusions différentes de celles de Descartes. Donc la voie de l'introspection, elle est intéressante, cependant elle est limitée, parce que
notre conscience est en lien avec le monde extérieur et nous ne pouvons pas nous contenter simplement de nous regarder, de nous observer nous-mêmes, enfin de regarder ce qui se passe à l'intérieur de notre conscience. Sans cela, nous ne comprendrons pas véritablement ce que nous sommes et ce qui nous relie au monde extérieur. Il existe une deuxième voie pour Hegel, qui est complémentaire de la première, qui consiste à agir sur le monde extérieur et d'observer les effets que notre action a sur ce monde. Nous transformons le monde qui nous environne en une sorte de reflet de notre action et de ce que nous sommes. Nous prenons conscience de nous-mêmes progressivement en modifiant le monde qui nous entoure, en laissant une trace qui soit comme une sorte de signature ou comme une sorte de portrait de ce que nous sommes. C'est particulièrement visible dans le monde de l'art. Hegel donc considère que les artistes, en créant des œuvres, ils font toujours d'une certaine manière un autoportrait ou des autoportraits. Ils mettent quelque chose d'eux-mêmes, de leur personnalité. Mais pour Hegel, il ne s'agit pas simplement d'une connaissance individuelle, c'est-à-dire que les œuvres d'art ne nous font pas connaître simplement la personnalité d'un individu particulier. Elles nous renseignent aussi et surtout sur une époque, sur un pays, sur une culture. Les œuvres d'art, c'est ce par quoi un peuple ou les gens d'une époque prennent conscience de ce qu'ils sont. Donc les œuvres d'art, c'est une façon de projeter dans un objet extérieur une pièce de théâtre, une musique, un livre, un bâtiment, une sculpture, une danse. Donc de projeter à l'extérieur de soi-même sa propre pensée. Un exemple, une anecdote célèbre rapporte que Gustave Flaubert aurait dit « Madame Bovary, c'est moi ». Madame Bovary, femme pleine d'idées romantiques, qui est déçue par son mariage, qui aimerait bien trouver une grande passion amoureuse. Eh bien, Madame Bovary, à certains égards, elle est tout le contraire de Flaubert, qui est un individu très réaliste, qui observe la société de son époque avec beaucoup d'ironie et qui ne se fait guère d'illusions sur la passion, sur l'amour, etc. Et pourtant, il est certain que Flaubert a mis quelque chose de lui-même dans Madame Bovary. Dans sa jeunesse, et d'ailleurs, il avait plein d'idées romantiques, grandioses, qu'il a abandonnées ensuite. Mais probablement, ce qu'il était dans sa jeunesse a dû survivre en lui. Il a donc mis quelque chose de lui dans Madame Bovary. De manière générale, les grands auteurs de pièces de théâtre ou les grands écrivains, les grands romanciers, sont des gens qui créent des personnages qui sont autant d'incarnation ou plutôt de représentation de ce qu'ils sont. Chacun des personnages exprime un aspect de la personnalité de l'auteur. Une autre façon de prendre conscience de soi-même, c'est d'agir par une action sociale ou politique. Deux exemples particuliers, un que Hegel a bien connu puisqu'il a vécu à cette époque-là, ce sont les luttes des esclaves de Saint-Domingue, colonie française à l'époque, pour leur indépendance, déjà pour ne plus être esclaves, et puis aussi pour affranchir leur pays de la tutelle française. Saint-Domingue est ensuite devenu d'ailleurs Haïti. Les esclaves ont obtenu gain de cause. Lorsque un opprimé, par exemple un esclave, lutte pour que ses droits soient reconnus, pour que son humanité soit reconnue, certes, il permet aux autres êtres humains de découvrir un autre visage de lui-même. C'est-à-dire qu'il permet aux autres êtres humains de le considérer autrement. Mais sans doute, et c'est ce que pensait Hegel profondément, l'esclave ou l'opprimé qui lutte pour sa liberté, il découvre aussi quelque chose de lui-même. Il prend de plus en plus conscience de sa propre valeur. Au départ, sans doute, il a un sentiment d'injustice, il a le sentiment d'être opprimé pour de mauvaises raisons, il a le sentiment d'être un être humain, mais il va se prouver qu'il a raison par des actes de courage, par le fait de risquer sa propre vie pour conquérir sa liberté. Donc nous prenons conscience de ce que nous sommes, des êtres libres, par des actions.
et éventuellement par des actions héroïques. Alors, c'est pas forcément toujours le cas, mais dans l'histoire, il y a des moments où ce genre d'action héroïque est nécessaire. Faisons une petite remarque. On observe ainsi que l'idée d'un sujet libre, qui se trouve chez Descartes, n'était pas aussi illusoire qu'on pouvait le penser. Encore faut-il que nous ne contentions pas de contempler notre conscience sans rien faire. Pour que notre liberté soit réelle, il faut que nous fassions des actes par lesquels nous devenions véritablement libres. Et ainsi, la connaissance que nous avons de notre liberté sera une véritable connaissance. Deuxième exemple, que Hegel aurait beaucoup moins apprécié, parce qu'il n'était pas très favorable au féminisme, c'est le moins qu'on puisse dire, il était prisonnier des préjugés sexistes de son époque, c'est l'exemple de ces femmes qui ont lutté, parfois au péril de leur vie d'ailleurs, pour être reconnues comme les égales des hommes. Là encore, toutes ces féministes qui existent encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, y compris en France, où les femmes ont les mêmes droits que les hommes sur le papier, mais dans la réalité, malheureusement, c'est pas encore le cas. Donc toutes ces féministes, toutes ces femmes courageuses, ont non seulement donné une image d'elles-mêmes qui était différente de celle auxquelles les hommes étaient habitués, mais elles ont sans doute aussi pris conscience de leur force, de leur courage et de leur valeur en accomplissant ces actes courageux. Donc leur conscience est devenue une connaissance authentique parce qu'elles ont prouvé par des actes de quoi elles étaient capables. Conclusion. Alors, je vais construire cette conclusion à la manière de la conclusion d'une dissertation. Dans un premier temps, je vais rappeler en quoi consistait le problème, dans quelle mesure la conscience est un savoir, dans quelle mesure en particulier la conscience que nous avons de nous-mêmes peut s'assimiler à une connaissance authentique. La réponse, eh bien, on vient de la voir dans la dernière partie. En acte, c'est-à-dire réellement, la conscience, et notamment la conscience de soi, sont rarement des savoirs authentiques, ou du moins c'est un mélange de savoirs et d'erreurs et d'illusions. Cependant, en puissance, potentiellement, notre conscience de soi, ou la conscience que nous avons de nous-mêmes plutôt, peut devenir un véritable savoir. Non seulement par l'introspection, le fait d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais aussi par des actes par lesquels nous pouvons contempler ce qui est en nous, ce dont on est capable. Je vais maintenant brièvement expliquer pourquoi les autres réponses n'étaient pas pleinement satisfaisantes. Alors, on a bien vu que chez Descartes, la réponse qu'il donne est insatisfaisante parce que Descartes considère que la conscience pourrait se couper du monde extérieur, pourrait exister sans lui, et donc Descartes méconnaît tous les liens qui nous unissent et qui unissent en particulier notre esprit et notre conscience au monde extérieur, au corps, à la société, à la nature. Et ce faisant, donc Descartes, semble-t-il, est tombé dans une illusion. Mais la deuxième réponse, consistant à identifier la conscience de soi à une connaissance illusoire, cette deuxième réponse n'était pas non plus satisfaisante, parce que la conscience de soi, on l'a vu, elle peut évoluer, nous pouvons critiquer cette conscience, et dans une certaine mesure au moins, la transformer en une véritable connaissance. Cela prend du temps, et souvent d'ailleurs, il faut des siècles, voire des millénaires, pour que peu à peu nous prenions conscience de nous-mêmes, en tant qu'être humain, mais il semble que cette prise de conscience soit possible. On pourrait cependant se demander, et là je suis en train de faire une ouverture, un exercice que je ne recommande pas aux élèves d'ailleurs, parce que la plupart du temps ils réussissent pas bien cette ouverture, mais enfin moi en tout cas je vais la faire. Donc je reprends, on pourrait se demander si, malgré tout, il n'y a pas quelque chose qui empêche la conscience de soi de devenir une véritable connaissance. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans notre esprit des forces mystérieuses qui résistent à nos efforts pour nous connaître nous-mêmes et qui fait qu'au fond cette connaissance serait très superficielle. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est s'il n'existe pas un inconscient, une facette ou
un aspect de notre psychisme qui résiste à tous nos efforts pour le connaître, eh bien c'est le sujet que nous aborderons dans le prochain chapitre.